Nous entrons maintenant dans la zone militaire à la frontière avec le Liban. Il y a certains endroits où nous devrons passer en courant car ce sont des zones dégagées et ils nous surveillent. Si nous essuyons des tirs d'armes automatiques ou de mortiers, nous devrons nous coucher au sol, main sur la tête. Ils nous observent en ce moment? Bien moins qu'avant le 7 octobre, mais oui, même si on en a repoussé une bonne partie sur plusieurs kilomètres derrière la frontière. Ça limite aussi les tirs sur notre territoire et sur nos forces. Quelle différence entre ce que vous faites maintenant et les missions d'il y a 4 ou 5 mois? Nous avons changé notre vision et notre lecture de la situation. Nous tuons tous ceux qui s'approchent de notre frontière. Nous sommes dotés de tous les moyens militaires nécessaires qui sont beaucoup plus importants qu'avant. Le brigadier chef Israël, chef de division sur la frontière nord, faisant face au Hezbollah, nous emmène sur la frontière ouest. Le kibboutz dans lequel nous marchons est pratiquement vide. Cet endroit pastoral est devenu la première ligne de défense de l'armée d'Israël, dans l'attente de la guerre à laquelle tous se préparent. Pourriez-vous nous aider à comprendre comment sont disposées les forces sur le terrain ? Tout d'abord, le Hezbollah est comparable à une armée. Ils sont organisés. Son organisation pyramidale est militaire. Ils ont des divisions, des brigades, des soldats et des réservistes. Ils ont des unités de commandement et d'autres qui montent au combat contre nos forces. Mais son idéologie reste comparable à celle de toutes les organisations terroristes. Ils disposent de très nombreuses forces et je ne prends pas du tout leurs menaces à la légère. Mais nous sommes beaucoup plus forts qu'eux. On y va. Est-ce que le Hezbollah a réussi à vous surprendre? Et comment? Il dispose de différents moyens et de techniques de combat variées. Comme les drones piégés? Oui, par exemple. Bien que ce soit un outil qu'on connaissait déjà. Mais ils évoluent et sont à chaque fois plus dangereux. Entre le 7 et le 8 octobre, j'ai été persuadé que le Hezbollah allait lancer une attaque comparable à celle du Hamas dans le sud. Si le Hezbollah avait attaqué en parallèle du Hamas dans le sud, où serions-nous aujourd'hui? Dans une situation bien plus difficile. C'est-à-dire? Nous aurions eu des blessés. Je pense que leurs hommes auraient réussi, au moins pendant un certain temps, à prendre le contrôle de différents secteurs. Mais nous aurions repris très vite le contrôle. Et la pression que nous aurions exercée sur eux aurait été bien plus importante. Pourquoi devons-nous nous accroupir? Nous avons repéré un bruit inhabituel et nous vérifions le terrain avant de continuer. On se positionne ici, c'est notre zone tampon côté israélien. C'est la zone tampon entre la frontière et les premières maisons, et notre présence ici nous permet de garder l'avantage. Et si par erreur, notre ennemi pense qu'il peut avancer jusqu'ici, il trouvera beaucoup de surprises sur sa route, nous en premier. Le terrain est rempli de barrages et autres obstacles matériels. Et il y a une course aux moyens technologiques, surtout depuis le 7 octobre. Une course que nous prenons très au sérieux. À cause de l'énorme déception après ce massacre? Oui, mais pas seulement. Cela nous aide à nous motiver, mais nous y associons toute une batterie d'autres moyens. Il y a les forces présentes sur le terrain, les technologies de pointe, et aussi les points où nous avons rajouté des obstacles physiques qui compliquent beaucoup le passage des terroristes. Quelque chose de très profond a complètement changé la façon de penser des citoyens de ce pays. Comment être vraiment certain que ça allait prêt? Il est évident qu'une fissure importante est apparue dans la confiance du peuple israélien envers Tsahal depuis la déroute du 7 octobre. Nous sommes particulièrement conscients de notre responsabilité dans cette tragédie et nous devrons renouveler cette confiance avec le temps. Je profite de cette occasion pour m'adresser au peuple israélien qui nous entend. Donnez-nous la possibilité de vous prouver que nous saurons être dignes de votre confiance. Pour cela, il faut des actes et pas des paroles. Cela prendra un peu de temps, mais nous y arriverons. Depuis notre position, nous surveillons la zone pour être sûr qu'aucun ennemi ne se réinstalle dans ce secteur et que les hommes du Hezbollah ne puissent pas y revenir. Ça, c'est un vrai changement de mode opératoire. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore la réalité. La réalité a énormément évolué depuis le 7 octobre. Nous avons frappé le Hezbollah de toutes parts. Nous avons tué plusieurs centaines de terroristes, détruit de nombreuses infrastructures importantes, et tout cela provient d'un changement de stratégie. Notre vraie victoire sera de permettre aux habitants du Nord de rentrer chez eux, et c'est ma mission principale.
Nous sommes en guerre, mais pour l'instant, la priorité est sur le front sud de Gaza. Vous employez le mot guerre. Ce n'est donc ni une énième opération, ni une action dont la force de frappe est limitée. Nous sommes en guerre. Absolument. Je suis actuellement en position défensive, mais au combat. Cette division de réservistes fera partie des forces qui participeront à l'invasion terrestre du Sud-Liban, si elle a lieu. Ces soldats sont pour l'instant en position défensive sur toute la frontière et sur des postes très avancés. Depuis déjà 6 mois, ils attendent les ordres d'opération et ne connaissent pas encore leur future mission, ni leur date de retour à la maison. Et ce n'est pas un peu frustrant d'être sur la défensive ? Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une guerre des nerfs, une guerre d'usure, où la patience est prépondérante. Et il faut croire en ce que l'on fait ici. Dites-moi, le 7 octobre, vous pensiez que nous serions dans cette situation 6 mois plus tard ? Non, vraiment pas. Au début, nous parlions d'être rentrés à la maison pour Hanouka, en décembre. Israël est commandant dans la région nord, mais vit depuis 20 ans dans le sud, au kibbutz Kfar Aza. Il ressent donc naturellement les difficultés auxquelles sont confrontées la population du nord du pays, déplacée depuis déjà 6 mois. C'est le cas de sa propre famille, relogée au kibbutz Shfaim, près de Tel Aviv. Au matin du Shabbat noir, il était chez lui, à Kfar Aza. Je suis chez moi, prêt à sortir courir dans les champs autour du kibbutz comme tous les samedis. Et juste avant de sortir, à 6h29 très exactement, les tirs de roquettes ont commencé. À 6h31, j'aperçois 2 parapentes au-dessus de chez nous qui atterrissent dans le kibbutz. Je comprends alors qu'il s'agit d'une attaque et d'une incursion de terroristes. Je crie à ma femme et aux enfants de s'enfermer dans l'abri, car notre kibbutz est attaqué. Je demande à mon fils de me donner un couteau, car comme j'étais en période de repos prolongé, j'avais laissé mon arme à la base, et c'est une grave erreur. Je sors donc avec un couteau à la main, et je sais que je sors pour me battre. Combien de temps avez-vous dû vous battre au couteau, jusqu'à ce que vous trouviez une arme ? Environ 40 minutes. Et vous réussissez à tuer des terroristes ? Oui, mais un autre membre du kibbutz que je ne connaissais pas et qui était armé d'un revolver m'a aidé à les neutraliser. J'ai récupéré une arme lorsque j'ai pu enfin rejoindre l'armurerie. 2 autres membres de la cellule de défense du kibbutz ont aussi réussi à tuer 2 autres terroristes et cela nous a permis de nous équiper. Lorsqu'il sort combattre, Israël est d'abord tout seul. Il reçoit sur son téléphone des dizaines d'appels à l'aide désespérés, des membres du kibbutz enfermés dans leurs abris. Il arrive à en sauver quelques-uns, mais malheureusement pas tous. À chaque fois, on m'indique vers quelle famille me diriger. Ici, quelqu'un écrit « Où est l'armée ?» Car ce sont des voisins en face de chez nous. Là, ils sont encore en vie. Puis ils écrivent que les terroristes sont entrés chez eux. Là, c'est Odélia, une autre voisine, que j'ai réussi à secourir. En fait, vous laissez votre famille se débrouiller pour en sauver d'autres. Tous ces messages le prouvent. Là, vous ne défendez plus votre propre famille. A posteriori, est-ce que le risque en valait le coup, suite à ce qui aurait pu se passer ? Ce n'était pas un dilemme ? Je pense que j'ai pris les bonnes décisions et mon épouse et mes enfants pensent aussi que j'ai bien fait. Il y avait beaucoup de si et d'inconnus, car les terroristes sont entrés chez moi, mais je n'aurais jamais pu me pardonner de ne rien faire et de rester dans l'abri. Je suis vraiment content d'être sorti me battre pour sauver des familles. Malheureusement, je n'ai pas pu toutes les aider. Mon beau-frère Yuval, paix à son âme, lui aussi est mort en héros. Il s'est battu au couteau, il a réussi à poignarder l'un des hommes du Hamas et il me l'a dit au téléphone alors qu'il était gravement blessé par balle, à la jambe. Je lui ai expliqué comment se faire un garrot, mais malheureusement, quand je suis arrivé sur place, c'était déjà trop tard. Je suis déchiré de ne pas avoir pu arriver à temps. Je pense que c'est un héros, comme tous les autres civils qui se trouvaient dans ce secteur de la bande de Gaza ce jour-là. Ce sont eux les vrais héros. C'est eux qui ont défendu leur famille en tenant les poignées des abris fermés jusqu'à l'étouffement. Ils ont protégé leurs enfants en faisant barrage avec leur corps. C'est ça, être des héros. À quel moment voyez-vous les premières forces arriver dans le kibbutz, ici à Kfar Aza ? À 9h47, précisément. C'est très tard.
Ce sont des Golani qui arrivent avec leur transport de troupes Namer jusqu'à moi. Ils me tirent presque dessus et je leur crie qui je suis, car je ne suis pas en uniforme mais en survêtement. Dès cet instant, on commence à mener des actions militaires de sauvetage, maison par maison. On se bat pour éliminer de plus en plus de terroristes possibles et pour sauver des civils. À votre avis, pourquoi a-t-il fallu autant de temps à Tsahal pour arriver sur les lieux? D'abord à cause de l'effet de surprise. Nous n'étions pas prêts comme nous aurions dû. Nous n'avons pas été assez bons pour pouvoir réagir immédiatement. Ça nous a pris des heures. Je dois ajouter que dans un premier temps, nous avons choisi de combattre et d'éliminer tous les terroristes, puis de nous occuper d'évacuer les familles. Je profite de cette occasion pour exprimer mes plus vifs regrets à tous les habitants de cette région, de ne pas avoir été assez efficace pour arriver jusqu'à eux à temps. C'est un énorme échec. Nous avons échoué, j'ai échoué. 79 membres du kibbutz de Kfar Aza ont été sauvagement assassinés le 7 octobre, alors que 18 autres ont été enlevés et pris en otage à Gaza. Le malaise continue et les questions difficiles concernant le retard de Tsahal restent sans réponse, prolifèrent et dérangent. Vous pensez qu'une partie de la population en veut à Tsahal? Je pense que oui, même si lorsque je vais voir les familles du kibbutz à Shvaim, je reçois beaucoup de soutien et d'amour. Je sais que certains sont furieux et je les comprends parfaitement, je n'ai rien à leur reprocher. Ce n'est qu'à 8h20, après m'être battu seul 6 fois contre des terroristes, que j'ai pris la décision d'envoyer des troupes en alerte sur la frontière nord pour éviter que le Hezbollah ne passe à l'action de la même manière contre les populations proches de la frontière. Je suis un officier supérieur et j'ai donc rempli mon devoir. Vers 10h du soir, je suis parti rejoindre mes hommes sur la frontière nord. J'ai choisi de ne pas le dire immédiatement à ma famille pour ne pas les inquiéter. J'ai pris ma voiture criblée de balles et je suis parti. Comment va-t-on vaincre cet ennemi sanguinaire? Sans rentrer dans des détails inutiles, nous avons de très nombreux plans d'action avec des scénarios différents. Et même si la situation n'est pas la même qu'à Gaza, nous sommes fin prêts.